Merci, professeur Pini s'essaye un mot pour sortir. On va rien aura également un mot. Mais pour que vous sortiez, je vais vous demander de donner un peu votre regard sur peut-être, comment je vais dire, cette situation, profiter de la part des Européens, notamment la France, le ministre des Affaires étrangères, Alain Barrot, qui a également au cours d'une rencontre hier indiqué que l'on attendait désormais ce que la Russie devrait faire. Le ballon était dans le camp de la Russie. Est-ce que c'est toujours vouloir se prévaloir d'avoir une place ou d'être un leader au sein de l'Union européenne, cette attitude de la part du diplomate français ou du chef de la diplomatie française? Peut-être, mais je crois que la vérité est que c'est la Russie qui a les cartes en main. C'est la Russie qui va dicter la ligne à suivre, la conduite à suivre à tout le monde. Parce que le président Trump l'a dit clairement que c'est la Russie qui a les cartes en main, en tout cas de toute façon. Donc l'Ukraine, dans leur camp, à eux, pour reprendre l'expression d'Atangana, leur camp, le camp de l'OTAN, ben, n'a pas les cartes en main. L'OTAN a perdu la guerre. Et Trump dit que l'OTAN a perdu de l'argent. Les États-Unis ont perdu de l'argent dans cette guerre. Donc ils ont presque tout perdu. Et maintenant, c'est pas que la Russie n'a rien perdu, mais la Russie, si elle a perdu, la Russie a perdu peut-être des hommes et des équipements. La Russie est restée constante, elle est sur le terrain, elle a gagné une bonne partie du territoire ukrainien, donc elle est là en position de force. Donc c'est elle qui a les cartes en main, c'est elle qui donc ce que dit le ministre français est que la balle est du côté de la Russie, tout à fait, la balle est du côté de la Russie. La Russie va leur dire ce qu'elle voudra, ce que la Russie veut. On le sait, c'est que l'Ukraine reste neutre, que l'Ukraine ne puisse pas entrer dans l'OTAN, que l'OTAN ne puisse pas approcher les frontières de la Russie pour menacer la Russie et vouloir attaquer la Russie, détricoter la Russie comme ils veulent le faire avec le Congo. Ça, la Russie ne veut pas. La Russie a refusé cette façon de faire. Donc, c'est comme ça que la Russie a résisté et la Russie a attaqué. Et finalement, la Russie a vaincu. Donc, la Russie est restée maîtresse d'elle-même, maîtresse de son territoire. Et son territoire n'est pas du tout à négocier avec qui que ce soit. Donc voilà, donc, le territoire reste pour les Russes. Les richesses russes restent pour les Russes. Et c'est comme ça. Donc les Français, les Britanniques, les Américains, ben, qu'ils restent chez eux, qu'ils ne viennent pas en Russie à mener la zizanie. Je crois que c'est ça finalement le message que la Russie donne au monde entier, et donc également aux Français qui l'ont compris, et aux autres, que c'est à la Russie de mener, d'être maîtresse sur son territoire et à personne d'autre, surtout pas aux Européens de l'Ouest ni à leur OTAN. Je crois que c'est ça la leçon qu'on doit retenir de ce qui s'est passé là. Et c'est une leçon pour nous tous, pour les Africains que nous sommes également, de comprendre comment est-ce qu'on doit défendre son bien. Quand on a son bien, on a son territoire, on doit le défendre. Et c'est une leçon pour les Congolais, on va en parler. Mais je crois que la leçon, c'est celle-là que la Russie donne à tout le monde, que son pays, on le défend. Son bien, on le défend. On ne laisse pas n'importe qui venir mettre son nez dans ce qui vous appartient. Ce qui est à vous est à vous. Les richesses de la Russie, c'est pour la Russie. Voilà, donc c'est clair et c'est net. Les États-Unis n'ont pas à y mettre leur nez comme ils voulaient le faire. Voilà, ils n'ont qu'à aller chercher les richesses là où ils sont. Et je crois que Trump l'a compris. Il dit que maintenant, ils ont les richesses chez eux, aux États-Unis. Ils ont des minéraux. Ils vont les extraire là-bas et laisser la Russie tranquille, laisser la Russie aux Russes et non pas faire de la Russie un bien ou un territoire otanien. Je crois que c'est ça la leçon. On peut dire bravo aux Russes d'avoir réussi à maintenir cette position et faire comprendre à tout le monde qu'il existe, que la Russie, c'est la Russie, et la Russie est une puissance, comme a dit Dr Yam Timba. La Russie est une puissance qu'il faudra respecter, c'est une puissance sur laquelle
faudra compter désormais et que tout le monde puisse le savoir. Les Africains aussi qui puissent savoir qu'ils ont à devenir, il faut qu'ils soient puissants chez eux. S'ils veulent être respectés, il faut être puissant chez soi. Alors, la puissance, on la construit. On peut la construire. On avait donné, la Russie était donnée comme morte après l'effondrement de l'Union soviétique. Ben voilà, la Russie, elle est là, elle s'est maintenue au bout de nombreux efforts et sacrifices. Ça n'a pas été simple. Donc, c'est possible d'y arriver. Les Africains peuvent aussi y arriver. Nos amis de l'AES et d'autres entités en Afrique peuvent aussi y arriver. Mais il faut pour cela des sacrifices. Il faut pour cela des sacrifices. Ce n'est pas en dansant, en mangeant, en se promenant partout qu'on va arriver à cela. Le président Poutine, ce qu'il peut, mais il travaille dans son propre pays pour élever ce pays-là. Donc, voilà la leçon qui est donnée à nos dirigeants africains d'être sérieux par rapport à leur propre travail et de bâtir la puissance africaine. On en a besoin. Merci à vous, professeur Pini Sassay. Henri, également, une lecture de fin sur cette question du conflit russo-ukrainien avec le cessez-le-feu qui a été ouvert. On a eu à évoquer les différentes postures, mais quelles sont justement les dernières leçons que l'on peut tirer en quelques minutes avant d'aller au standard pour cette première partie et revenir évoquer le sujet de la RDC et ouvrir à nouveau le standard? Oui, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? De la scène qu'il y a eu à la Maison Blanche? Qu'est-ce qu'on en a retenu? On demande à Zelensky de signer et il résiste. C'est ce qu'on a retenu. En fait, c'était ce qu'on voulait envoyer comme communication. Comme la communication non dite, non verbale. Et puis, qu'est-ce qu'on retient maintenant? C'est une rencontre, et puis après, il y a eu l'arrêt de l'aide militaire de façon générale. Hein. On n'entend pas aide militaire, même pour la fourniture et renseignement. Et puis, on nous explique qu'à Riyad, Washington a fait une proposition à l'Ukraine. L'Ukraine a accepté. On attend la réaction de la Russie. C'est ce qu'on retient. Donc, on essaye de nous montrer que maintenant, c'est la Russie, en cas de refus, qui ferait problème. C'est ça le changement Ce n'est pas un narratif, oui, c'est un narratif non dit. On essaie de montrer, non, l'Ukraine était résistante, maintenant l'Ukraine a accepté, maintenant on attend de Washington. C'est un narratif non dit. Je peux bien dire, ce n'est pas écrit, mais c'est ce qu'on retient. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit que derrière ça, il n'y a pas un véritable plan de négociation, il n'y a pas un véritable calendrier. Il y a, enfin, ce qui nous arrive, nous, en tout cas. Maintenant, il faut bien toujours savoir que derrière ces choses, il y a beaucoup de choses dans les coulisses qu'on ne sait pas. Mais on peut deviner à travers des narratifs, à travers les expressions. C'est pour ça qu'on fait des analyses. À partir des faits que nous avons, qu'est-ce que nous devinons de ce qu'il se passe au vu de nos connaissances, au vu de l'histoire, au vu de la géopolitique en général? C'est ça une analyse. J'aime souvent préciser ça pour qu'on ne se trompe pas de but, en tout cas moi quand je m'exprime. Donc très bien. Pour la leçon, je suis très d'accord avec M. Pini qui a dit que ça nous fait une leçon, mais je pense que pour élargir son idée, ce n'est pas seulement à nos dirigeants, mais aux Africains. Parce que les dirigeants ne construisent pas un pays. En tout cas, dans le monde actuel, les dirigeants donnent les grandes orientations. Mais les grosses sociétés qui construisent le pays, que ce soit en microélectronique, que ce soit en télécommunications, que ce soit... C'est très, très souvent des sociétés de groupes particuliers. Et c'est très important qu'on réfléchisse à ça, nous, Africains, parce que après les indépendances, nous n'avons pas de capitalistes. Mais parce qu'on n'a pas de capitaux. Donc, il faut faire attention aux doctrines que nous copions.
C'est-à-dire quand un Africain dit je suis capitaliste, tu as envie de lui dire, mais la notion de capitalisme est née à partir de la révolution industrielle parce que les gens avaient accumulé des capitaux par la traite négrière et tous ces grands trucs. Donc ils se sont posé la question de la notion de capital et ça a créé cette idéologie de capitalisme. Mais quand on sort des indépendances, il n'y a pas de grande fortune. On est tous petits-fils ou fils de paysans. C'est en 1960 et c'est pas loin. Il n'y a qu'à ce moment-là, ceux qui ont eu la chance d'être M. Tshisekedi, qui était déjà fils d'hommes aisés, il a grandi à Bruxelles, ou M. c'est plus qui. Mais la majorité des Congolais sont nés et sont actuellement petits-fils de cultivateurs ou de Camerounais. Donc, quand dans ce monde-là, vous dites capitalisme, vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut savoir que nous devons avoir une réflexion personnelle africaine qui dépend de notre contexte. Parce que si vous voulez aujourd'hui construire des microprocesseurs au Cameroun, d'accord, l'idée elle est dans vos têtes, mais vous trouvez les capitaux où pour le faire? Si vous dites que vous voulez les capitaux d'État, moi je vous demande quel est le pays au monde où l'État donne les capitaux pour faire ça. Donc ça veut dire qu'il y a une autre réflexion que nous devons avoir dans la façon dont on regarde nos pays, je pense. Hein. C'est une suggestion à M. Pini, dont je trouve que les réflexions sont intéressantes et je sors par là.